Bonjour à tous, bienvenue au nom de la Gazette des communes. Donc, je suis Joël Provenchère, je dirige les offres de formation pour la Gazette des communes. Nous organisons ce webinaire gratuit sur la problématique des stratégies budgétaires et financières liées à la crise du Covid-19. Webinaire qui sera animé par Robert Picard de chez Cadia Conseil, donc qui se présentera juste après mon introduction. Donc, merci Robert d'avoir accepté d'animer ce webinaire sur ce sujet qui est un sujet aussi brûlant comme tant d'autres. Alors, je vais vous donner quelques éléments pour savoir un peu comment va se dérouler ce webinaire. Alors, il y aura une présentation dans un premier temps de Robert Picard sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Et ensuite, il y aura un temps de questions-réponses entre vous et M. Picard. Donc, pour cela, je vous invite à utiliser le petit module. Donc, vous devez avoir du coup sur votre écran, sur votre droite, vous avez un module de GoToWebinar et vous avez la possibilité de poser des questions. Je vois que certains, effectivement, sont connectés et posent des questions. Déjà, au fond des remarques. Et donc, c'est ce module-là qu'il faut utiliser. Et à l'issue du webinaire, je sélectionnerai les questions et je les poserai à M. Picard. Je vois que certains ont des petits soucis apparemment de son aussi. Alors, pareil, généralement, ça arrive régulièrement en démarrage de session de webinaire. Certains n'entendent pas. C'est souvent lié à un réglage sur votre poste de travail. Parce que nous, ça fonctionne. En tout cas, on a fait des tests là. Et quand Robert parle, il n'y a pas de problème, je l'entends. Regardez bien sur votre poste informatique pour le réglage du son ou éventuellement sur le module de GoToWebinar. Si éventuellement le problème persistait, peut-être que effectivement, dans ce cas-là, vous quittez et vous rejoignez un nouveau webinaire. Des fois, c'est comme ça qu'on règle les questions, c'est de manière aussi triviale. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à utiliser le module du webinaire et puis de questions. Et puis, on verra les questions-réponses à la fin. Alors, en rapide introduction, Robert, si on peut juste présenter le slide suivant. Voilà, une rapide présentation. Je ne veux pas vous assommer de publicité, entre guillemets, sur la Gazette des communes. Vous présentez quand même le fait qu'on propose quand même plus de 200 actions de formation qui sont aujourd'hui proposées intégralement en classe virtuelle, compte tenu bien sûr du contexte. Donc, sur un ensemble de thématiques qui s'affichent là à l'écran. Un prisme très important sur la partie gestion et finances locales, qui est une partie d'offre de formation qui est très forte au sein de la Gazette des communes. Et voilà, donc on a une offre de formation très large. Bien évidemment, il est possible également d'organiser l'ensemble de ces formations en intra, donc je n'ose pas dire chez vous, compte tenu du contexte actuel, en tout cas en sur-mesure. Ce qu'il faut voir également, c'est que là, depuis quelques temps, donc on est en train de préparer et de finaliser, donc ça va sortir dans les jours qui viennent, tout un dispositif de formation pour les élus locaux. Donc, si on peut regarder peut-être, Robert, le slide suivant. Voilà, qu'on a intitulé Élus Académie, donc parce que la Gazette des communes est agréée pour la formation des élus. Et donc, on a mis en place une plateforme digitale où, en fait, vous pouvez vous connecter et accéder à des ressources pédagogiques de type vidéo, fiches pratiques, quiz, sur tout un tas de sujets qui sont de l'ordre des fondamentaux ou des domaines de spécialité dans le domaine du fonctionnement des collectivités. Donc, l'offre, elle a été vraiment prévue et conçue pour des élus et pour aider les élus, finalement, à piocher quelque part des ressources pédagogiques pour progresser sur tout un tas de sujets qui ont trait au fonctionnement, à la gouvernance, à l'organisation des collectivités, au RH, aux finances, aux achats publics, etc. Donc, c'est assez complet. Il y a une quinzaine de parcours comme ça qui sont prévus dans un premier temps. Et puis, c'est un ensemble qui va s'enrichir. Et dans le dispositif, il y a également des webinars qui sont prévus. Et donc, un webinar à peu près par mois
soit sur des sujets qui sont des sujets d'actualité très, très importantes, donc qui seront dédiés du coup aux participants de la LU Academy, soit sur des sujets qui ont trait tout simplement à la mise en œuvre de vos mandats respectifs pour les élus qui seront vraiment connectés aujourd'hui. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment d'être un dispositif de formation que vous pouvez consulter quand vous voulez et où vous voulez, aussi bien sur Internet via votre ordinateur ou sur votre téléphone mobile. Et j'ai envie de dire, vous pouvez du coup le suivre quand vous avez le temps et vous avez des ressources limitées et ce n'est pas limité en termes d'usage. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur Elu Academy. Donc, je vous invite éventuellement à aller sur le site eluacademy.fr pour ceux que ça intéresse, pour avoir plus de détails. Et n'hésitez pas, donc il y a une offre de lancement parce que bien évidemment, on lance le dispositif là. Et j'espère du coup qu'on pourra répondre à un certain nombre de vos questionnements. Voilà, Robert, je propose de démarrer sur ce webinaire. Et moi, je vous retrouve en fin de webinaire pour pouvoir du coup échanger avec vous et Robert sur les questions que vous vous posez. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et je vous dis à tout à l'heure. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Merci de votre présence. Je vais me présenter très brièvement. Donc, je suis Robert Picard. Je dirige un cabinet de conseil qui s'appelle Calia Conseil, un cabinet de 35 consultants qui intervient sur des problématiques de gestion publique et essentiellement de gestion publique locale. Je suis par ailleurs, pour être tout à fait transparent, modeste conseiller municipal d'une ville de 100 000 habitants et j'essaierai de tenir compte dans la présentation qui va être faite tout à l'heure des attentes à la fois techniques et d'élus sur cette question des conséquences de la crise du Covid-19 sur les finances de nos collectivités. Je remercie évidemment la Gazette de nous donner l'occasion de passer ce petit moment ensemble. Je vais dérouler une présentation pendant quelques dizaines de minutes et puis ensuite effectivement on va se garder du temps pour des questions-réponses. On est ensemble normalement jusqu'à 18 heures. L'objectif c'est à la fois de faire le tour d'une actualité qui est brûlante et qui évolue d'ailleurs jour après jour au fur et à mesure à la fois des annonces et des investigations complémentaires qui sont menées donc au chevet des collectivités. Mais au-delà de ce tour d'horizon, l'idée c'est aussi qu'on essaie de se donner un peu de perspective stratégique pour s'inscrire dans un temps un peu plus long et voir comment est-ce que la crise du Covid-19 va impacter également à moyen et plus long terme le fonctionnement financier et budgétaire de nos collectivités. Alors, je vous propose de passer rapidement sur quelques rappels contextuels, mais qui sont intéressants à avoir en tête pour mesurer l'ampleur de l'événement qui traverse donc le secteur local, comme tout un tas d'autres institutions et activités économiques de notre pays. Je vous propose une revue des dépenses supplémentaires urgentes qui impactent nos collectivités, une réflexion sur les recettes. Au-delà de ça, un travail sur donc l'environnement financier des collectivités locales et tout ce qui est en train de se passer dans le monde du contrat public, du hors-bilan, du crédit et qui vont avoir également une incidence sur nos collectivités. Et puis bien évidemment, et c'est pas la partie la plus facile, une première réflexion et des premières pistes sur lesquelles j'espère nous pourrons échanger pendant la phase de questions-réponses sur les solutions à envisager au sein des collectivités. S'agissant du rappel contextuel, encore une fois, tout le monde suit l'actualité, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour en faire le tour, mais simplement rappeler que la crise du Covid-19, évidemment, nous a tous frappés par son caractère soudain. Je vous rappelle qu'en 2 mois et demi, la situation s'est installée donc dans le registre d'une crise majeure, puisque à partir du moment où on a su qu'un virus commençait à se répandre en Chine fin décembre 2019, jusqu'au début du confinement en France, il ne s'est passé que 2 mois et demi, ce qui évidemment
a comme conséquence de nous confronter à la fois au niveau local, mais également au niveau État, en tant qu'acteur public, à une crise finalement à laquelle personne n'était réellement préparé. Les conséquences humaines, vous les connaissez, plus de 27 000 morts à ce jour, près de 300 000 en France, pardon, près de 300 000 dans le monde, et on a un certain nombre d'enquêtes qui estiment que le nombre de morts aurait été au moins 3 fois plus élevé en France en l'absence de confinement. Et donc cette crise qui est d'abord et avant tout donc une crise de santé, évidemment particulièrement impactante, et vous l'avez mesuré au quotidien de vos activités, pour les services publics au travers, par exemple, des fermetures d'écoles, des restrictions massives dans les transports, de l'arrêt de l'ensemble des activités de services publics non indispensables. C'est également une crise économique massive, un drame économique. Le PIB français a chuté de 6% au premier trimestre, alors que le premier trimestre, c'est que le début de la crise et qu'on n'a pas encore les effets pleins et entiers du confinement, évidemment. À ce stade, les économistes nous projettent à une chute du PIB de l'ordre de 10%, et évidemment tout ça avec des pincettes, puisque on n'est pas sûr d'être complètement sorti d'affaires et que l'activité économique puisse reprendre un chemin meilleur dans les mois qui viennent. La menace d'un reconfinement éventuel planant toujours en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Face à cette situation tout à fait inédite, et c'est ça qui est important pour notre sujet, il y a un choix stratégique qui a été fait au niveau national, qui a été de maximiser les effets d'amortisseurs au travers de l'État, et ce dont on a une illustration parfaite, avec la mise massive en activité partielle des entreprises, des reports très importants d'échéances, un recours massif au plan national à l'emprunt. Je vous rappelle qu'en fin d'année dernière, on discutait du caractère soutenable ou pas d'une dette qui représentait 100% du PIB. On sait d'ores et déjà qu'elle sera au moins à 115% du PIB à la fin de l'année 2020. Et donc, c'est cette idée d'amortisseur. L'État emprunte, l'État aide à passer la rampe, et on verra ensuite, en termes de dette publique, comment amortir dans la durée cette crise tout à fait inédite. Et donc, il y a la question du rôle des collectivités dans ce contexte qui est très particulier, puisque on sent qu'elles sont dans une position un petit peu schizophrène. D'une part, elles bénéficient et souhaitent bénéficier d'un certain nombre justement des effets d'amortisseurs proposés par l'État sur le plan financier, mais en même temps, puisque c'est la formule consacrée, on attend d'elles d'être des amortisseurs auxiliaires de l'État et de contribuer également au travers de leur comportement budgétaire à aider l'ensemble de la nation à passer la difficulté de la crise. D'une manière générale, à très court terme, la crise s'est immédiatement traduite par des dépenses locales nouvelles. Il y a des dépenses de premier ordre, le matériel sanitaire, il a fallu acheter des masques, du gel, des équipements de protection, des personnels, et c'est une dépense sur laquelle on n'a pas encore un recul complet, d'autant que l'ensemble des achats n'est pas bouclé, mais dont on sait d'ores et déjà qu'elle ne va pas être tout à fait négligeable en tant que telle. Prenez un exemple qui a été exposé par cette commune, Sartrouville, qui, début mai, avait déjà engagé 500 000 euros sur les dépenses de protection, et notamment les masques grand public, ce qui représente à peu près 10 euros par habitant, 1,5% de sa dépense de fonctionnement. On voit tout de suite que même ces premiers gestes immédiats ont des conséquences qui sont importantes sur un équilibre budgétaire. L'instruction du 6 mai, proposée par le gouvernement, prévoit une prise en charge par l'État à hauteur de 50%
et dans la limite de 84 centimes pour un masque à usage unique et 2,5 € pour un masque réutilisable, donc une prise en charge de ces dépenses supplémentaires, avec un effet rétroactif qui, de manière discutée, a été fixé au 13 avril, de sorte qu'un certain nombre de collectivités, pour une part importante de leurs dépenses, ne sont pas couvertes, car justement, elles avaient anticipé et étaient parties acquérir ces matériels avant le 13 avril. Donc ça, c'est vraiment les dépenses supplémentaires, immédiates, de base. Mais au-delà et suivant les compétences, on observe évidemment des engagements beaucoup plus significatifs. Les régions qui ont été donc amenées à intervenir massivement en financement direct d'aide aux entreprises. L'ordonnance du 1er avril a proposé un certain nombre de flexibilités en relevant par exemple le plafond des aides aux entreprises qui pouvait être décidé par le seul président du conseil régional à 200 000 €, là où il était avant à 100 000 €. Les interventions sont plus faciles compte tenu des flexibilités apportées aux règles applicables en matière d'aide d'État. On a demandé aux régions d'abonder le Fonds national de solidarité pour les artisans, commerçants et petites entreprises. Il a été également créé un second fonds local supplémentaire pour des secteurs qui n'étaient pas concernés par le dispositif d'État auquel les régions abondaient, notamment les acteurs du tourisme, du sport, de la culture. Et puis, bien évidemment, les régions n'ont pas voulu être en reste du soutien à leur tissu économique et ont lancé un certain nombre d'initiatives individuelles qui, là aussi, constituent des dépenses importantes. Par exemple, dispositif de prêt rebond à hauteur de 25 millions pour soutenir les entreprises en difficulté conjoncturelle dans le Grand Est, l'abondement de garantie bancaire, 20 millions d'euros pour la filière hôpital et professionnels de santé en région Auvergne-Rhône-Alpes, etc. Donc tout un tas d'initiatives qui, partout en France, sont venues alourdir évidemment la facture. Pour les départements, évidemment, peuvent être sollicités donc sur la base du volontariat pour le financement du fonds de soutien aux entreprises, mais ils font face également à de nombreuses dépenses supplémentaires sur les services d'aide et d'accompagnement à domicile. Il y a des dépenses qui vont être très conséquentes dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des établissements sociaux et médico-sociaux, donc compte tenu à la fois des conséquences immédiates de la crise, mais aussi de ce que la crise a révélé de la situation matérielle de ces établissements et des moyens absolument nécessaires pour retrouver un fonctionnement normal. Un certain nombre de départements, de régions d'ailleurs, interviennent également pour la mise à disposition de matériel qui facilite l'école à distance. Tout ça est évidemment générateur de dépenses très importantes. Dans les communes et les EPCI, on va retrouver plus particulièrement des dépenses relatives à l'accueil des enfants du personnel soignant, donc dans les écoles, par les ATSEM, et le lien avec les personnes âgées, notamment au travers du portage de repas, qui ont vu multiplier les dépenses en la matière dans le contexte de confinement. Les CCAS qui sont très sollicités et qui sont demandeurs de budget supplémentaire pour accompagner l'effort social requis par la période, l'hébergement des sans-domicile fixe, la mise en place de permanence pour violences familiales, bref, tout un tas d'actions évidemment de première nécessité, mais qui ont leur traduction budgétaire imprévue. Il a été également indiqué que les communes et les groupements à fiscalité propre auraient vocation, sur la base du volontariat toujours, à contribuer également au fonds de soutien des entreprises, et bon nombre d'entre elles se sont positionnées sur cette ligne-là. Il y a également des conséquences en matière de masse salariale, le gouvernement ayant ouvert à la territoriale la prime possible en faveur des agents qui étaient impliqués directement dans la gestion de la crise, alors avec un avantage en termes de décharge de cotisation sociale, mais néanmoins, il faut payer le principal. On note également qu'il y a finalement eu assez peu de solutions pour freiner la masse salariale des collectivités, alors qu'une partie des personnels n'a pas été mobilisé pendant le confinement parce que les services étaient complètement à l'arrêt ou pas en situation de télétravailler. Donc ça veut dire que dans ce contexte-là, la dépense salariale reste en place, alors que, par exemple, dans une entreprise, quand on s'est retrouvé dans une situation d'absence d'activité du fait de la situation de confinement, on a pu recourir à l'activité partielle. Ce n'est pas le cas pour les collectivités, ou en tout cas pour la partie principale de l'activité des collectivités.
Et puis également, les collectivités sont invitées à maintenir des subventions sur des projets qui n'ont pas eu lieu, en tout cas à hauteur des dépenses qui avaient effectivement déjà engagé de manière irrévocable les opérateurs de ces projets, événements et manifestations, ben, tout simplement afin d'éviter que ces opérateurs ne fassent faillite en se retrouvant exposés à des dépenses qui ne seraient pas couvertes par les recettes permises par l'événement, mais ça aussi, ça a un coût. Les manifestations n'ont pas lieu et pourtant, il faut assumer une part importante de la facture. Donc globalement, comme vous l'imaginez, au terme de ce catalogue, un caractère inflationniste de la crise qui déclenche tout un tas de dépenses imprévues, avec un petit bémol quand même, qu'il va falloir tirer au clair dans les semaines qui viennent, c'est qu'à ce stade, la DGFiP fait plutôt état d'une baisse significative du volume des dépenses mandatées et que, à première vue, ça ressemble à l'idée que les mandats sont pas complètement traités par les services en raison de difficultés organisationnelles, bien que les dépenses soient effectivement engagées. Et puis, on peut aussi se demander si certaines collectivités territoriales un peu inquiètes sur l'évolution de leur trésorerie ne sont pas en train de retarder l'engagement de certaines dépenses. Donc c'est un petit bémol à conserver en tête quand même et qui a son incidence en matière de trésorerie parce que là encore, si la crise génère des dépenses très importantes, pour l'instant, on a plutôt une baisse du mandatement. Alors, des conséquences sur les dépenses, mais des conséquences évidemment sur les recettes, des conséquences vertigineuses. Honnêtement, on a eu du mal à y voir complètement clair aujourd'hui. Le Sénat avait, il y a quelques jours, laissé entrevoir une baisse de recettes de l'ordre de 5 milliards d'euros. Le gouvernement, très récemment, revoit cette estimation et parle plutôt de 15 milliards d'euros de baisse de recettes, 4 en 2020, 10 en 2021 notamment. L'AMF, au travers de Philippe Laurent, a récemment évoqué une baisse de recettes de 20 milliards. Vous voyez que l'évaluation précise de l'impact n'est pas encore fixée, mais évidemment, on sait déjà que ça va être des montants qui sont très importants. D'ailleurs, la mission qui a été confiée par le gouvernement à Jean-René Cazeneuve, le député du Gers, doit permettre d'y voir plus clair et nous lirons tous avec intérêt son rapport attendu pour la fin du mois de juin. Quand on rentre dans le détail, si on ne connaît pas exactement l'incidence financière pour les recettes des collectivités, on peut en tout cas identifier les mécanismes par lesquels les collectivités enregistrent des fuites importantes de recettes. Alors d'abord, un impact tout à fait probable et même certain sur la CVAE. CVAE qui concerne, comme vous le savez, finalement un large spectre du bloc, région, commune, département, à deux titres. D'abord parce que les entreprises risquent d'être en retard dans le paiement des acomptes de CVAE. Et alors là, on a une petite question à traiter de savoir si le différé de trésorerie qui leur sera accordé au travers de ces retards va être ou non imputé budgétairement aux collectivités. Donc ça peut en tant que tel avoir une incidence, mais plus largement évidemment, puisqu'il y a une baisse d'activité, assez logiquement et sans être un grand économiste, on peut anticiper une baisse de valeur ajoutée et donc potentiellement une baisse du niveau global de la CVAE structurelle en lien avec le ralentissement de l'activité économique. Au-delà donc de cette CVAE qui est finalement transversale suivant les strates de collectivité, si on regarde donc par typologie d'acteurs, pour les régions donc qui ont 85% de l'ensemble des recettes de fonctionnement qui dépendent justement de recettes fiscales, eh bien, on voit que l'impact est majeur, l'impact sur la CVAE, on en a parlé, l'impact également sur la TICPE et l'impact potentiellement, et pour les mêmes raisons, sur la TVA affectée. Le risque, il existe pour 2020, mais finalement, il existe surtout compte tenu de la mécanique de la CVAE pour 2021. Sur la TICPE,
en théorie, l'État devrait procéder à l'attribution d'une fraction supplémentaire de TICPE, puisque cette taxe vient, enfin, l'appariement de cette taxe vient dans le cadre d'un droit à compensation constitutionnellement garanti, mais la mise en œuvre de ces droits à compensation n'est pas complètement connue avec certitude et mériterait d'être rapidement précisée. Du point de vue des départements, où là encore on a des recettes fiscales qui sont une part très significative des recettes de fonctionnement des collectivités. On a des craintes. Oui, Robert, pardon. juste, non, Oui. rapidement, juste parce que je vois un certain nombre de remarques sur les questions, etc. Et juste, comme il y a beaucoup d'acronymes et beaucoup de sujets, c'est le cas de CVAE, TICPE, etc. On n'a pas que Ouais. on n'a pas que les directeurs financiers de l'autre côté. Donc, du coup, D'accord, pas de problème. Quand tu le cites une fois, Pas de problème. Donc, voilà, merci. Désolé de t'interrompre, désolé. Pas de problème. Au revoir. Je vais essayer de ne pas tomber dans les réflexes, ouais, je sais. trop techno. Sur la CVAE, donc la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui est évidemment donc une part importante de la contribution économique territoriale qui alimente les recettes, je l'ai dit tout à l'heure, des régions, des départements et du bloc local. Donc sur la question de la TICPE, donc la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, qui s'applique à l'essence, et comme vous l'avez remarqué, plus personne n'a consommé d'essence pendant le confinement, et donc évidemment le risque est à une diminution du volume de TICPE collecté. Comme ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que comme cette TICPE, elle a été accordée en compensation donc de transfert de compétences aux régions, normalement l'État doit constitutionnellement trouver des solutions qui donc se substitueraient à un éventuel produit manquant de TICPE, mais les modalités opérationnelles de ce calcul n'étant pas complètement déterminées, il restera à s'en assurer. Sur les départements, là aussi, donc des perspectives de baisse qui sont assez vertigineuses. On parle notamment d'une baisse de l'ordre de 3,4 milliards d'euros sur les départements. Alors, il y a également, il y a surtout évidemment la question des droits de mutation à titre onéreux, donc dans le cadre des ventes de biens immobiliers. Là aussi, il y a une contraction très importante de l'assiette, avec donc une diminution du nombre de ventes, et puis quand il y a des ventes, la crainte d'une diminution des prix, bien qu'on ne sache pas exactement plus sur l'évolution du marché immobilier, et donc tout ça pourrait être également générateur d'une forte baisse. Les départements récupèrent également de la CVAE, et donc pour les mêmes raisons que j'ai expliqué tout à l'heure, on a un sujet. Et puis, bien évidemment, les départements qui, pour moitié, perçoivent donc une taxe additionnelle à la taxe de séjour seront très impactés par la baisse du secteur touristique, et donc avec des traductions potentiellement brutales, là aussi, sur leurs équilibres budgétaires. Voilà, sur les droits de mutation à titre onéreux, pour les départements, simplement, et c'est une bonne illustration de la problématique de cette crise, rappeler que l'impact ne se produit pas exclusivement sur 2020 et puis après, c'est une mauvaise année à passer, tout se rétablit. Il va être en réalité cet impact durable sur plusieurs exercices budgétaires, en particulier pour les droits de mutation à titre onéreux, donc pour lesquels un impact majeur se produira en 2021, et donc là encore des conséquences, je ne vais pas rentrer dans des considérations trop techniques, mais des conséquences qui pourraient être massives sur les budgets. Pour le bloc communal, les communes et les EPCI ne sont pas, donc les intercommunalités ne sont pas exposées de la même manière. Il est vrai que les recettes, taxes d'habitation, taxes foncières, TOM, CFE,
bénéficient de garanties et par ailleurs n'ont pas la même exposition économique à la crise du Covid-19, avec quand même un bémol sur le rendement de la CFE. Pourquoi? Parce que simplement on a des entreprises qui risquent de disparaître ou même si elles se maintiennent, de voir leur chiffre d'affaires diminuer et donc elles peuvent passer dans une zone de taxation inférieure de la cotisation foncière des entreprises, voire en disparaître. Tout ça peut évidemment avoir des conséquences. Les conséquences sont CFE, CVAE pesant principalement sur l'intercommunalité. Il est possible qu'il y ait des conséquences en rebond pour les communes parce que la baisse de la ressource fiscale au niveau d'un EPCI pourrait la conduire, par exemple, à revoir les DC, puisque donc la limitation transitoire au moins de la solidarité entre l'intercommunalité et les communes, au travers de la dotation de solidarité communautaire, pourrait être pour les EPCI un vecteur d'équilibre, mais qui évidemment répercutera une partie de la difficulté sur les communes. Et puis surtout, dans les budgets communaux et intercommunaux, il faut s'attendre à avoir des influences importantes de la fermeture des services publics locaux qui sont tarifiés et dont les charges, pour l'essentiel, ont demeuré alors qu'ils ne rapportaient plus rien. Alors on verra tout à l'heure les exemples, mais évidemment, des bus qui tournent à vide quand le transport est géré en régie, c'est des dépenses de roulage qui continuent et pour autant plus personne qui ne paye les abonnements ou les billets. La restauration scolaire qui continue à fonctionner à volume réduit, eh bien, elle a beaucoup moins de recettes et finalement pas beaucoup moins de charges. Et donc là, on va voir se produire un certain nombre d'effets qui risquent d'aggraver la situation des comptes locaux avec donc des dépenses pour l'essentiel préservées et des recettes absentes. Je voulais souligner enfin un impact majeur sur le versement transport. D'abord parce que un certain nombre d'entreprises sont soit en retard, soit demandé la suspension de certaines cotisations. Et parmi ces cotisations, il y a le versement transport. Il y aura un effet trésorerie. Mais au-delà de ça, l'activité partielle massive à laquelle ont eu recours les entreprises font sortir les rémunérations d'activité partielle qu'ont reçues les salariés de l'assiette du versement transport. Et donc, ça va évidemment constituer un gros manque à gagner en termes de rentrée fiscale. Et puis, à plus long terme, on voit bien que la crise du Covid engendre une progression du chômage et donc, de manière potentiellement plus durable, une réduction de l'assiette du versement transport. C'est un impact qui pourrait durer et c'est particulièrement problématique quand on sait que le versement transport, c'est un des principaux moyens de financement du transport public urbain en France. Pour mémoire, vous avez 250 autorités organisatrices de la mobilité, c'est-à-dire 4 entités sur 5 qui perçoivent ce VT et ça représente une masse annuelle de recettes pour financer les services de transport de l'ordre de 7 milliards. C'est cette masse-là qui va être impactée et les collectivités n'ont pas vraiment de possibilité de se rattraper sur le taux pour compenser la diminution d'assiette puisque la plupart, et notamment les grandes, sont déjà au taux plafond du VT et donc n'auront pas de solution miracle pour rétablir un produit financier correct. Tout ça intervenant dans un contexte particulièrement spécifique, puisque dans la crise du Covid-19, le transport en commun est en partie délaissé, compte tenu du risque sanitaire au sein des transports, on perd également des recettes usagées et est concurrencé finalement par le vélo. Pour autant, les autorités organisatrices de la mobilité qui ont soutenu ces dernières années des investissements très lourds ont bien à la fois l'amortissement et l'exploitation à payer et des recettes qui diminuent pour le faire.
Un petit focus spécifique sur quelques impacts sur le tourisme, on en a parlé tout à l'heure, avec donc des recettes de taxes de séjour qui sont quasiment nulles sur 2 mois et demi et qui pourraient reprendre à l'été, mais on entendait tout à l'heure le Premier ministre expliquer qu'il allait inciter les collectivités à faire un geste justement sur la taxe de séjour pour favoriser la reprise de l'activité touristique. Il y a aussi des choses plus annexes comme les redevances casino, etc., qui seront mises à mal. Les droits de terrasse dans les communes, évidemment très minorés parce qu'il n'est pas facile, et les élus qui participent à la séquence d'aujourd'hui le savent, de faire payer aux cafés, bars et restaurants, par exemple, des droits de place qui n'aurait aucune traduction concrète pour les opérateurs qui sont eux-mêmes déjà en grande difficulté. On citera également pour mémoire qu'il y a des impacts spécifiques dans les collectivités d'outre-mer, avec des taxes comme l'octroi de mer, qui sont directement liées à la quantité de biens transités entre les outre-mer et le reste du monde, et qui sont évidemment là aussi très impactés par les incidences du Covid. Voilà, donc là, ce que je voulais vous démontrer à ce stade, avant de poursuivre sur la suite de la présentation rapidement, c'est qu'il y a un effet ciseau, des dépenses urgentes en plus, des recettes en moins, et ce, de manière massive. Au-delà de ça, c'est tout l'environnement financier des collectivités qui est mis à mal. La question des satellites et du hors bilan est cruciale. Tout ce qui est association, SEM, SPL, GIE, HLM, n'est évidemment pas épargné par les conséquences de la crise et donc vont se retrouver pour certaines dans des situations de quasi-défaillance, nécessitant soit un soutien à l'activité de la part des collectivités intéressées à leur objet, évidemment toujours selon les règles de la commande publique, qui en fonction du statut de ces satellites, n'est pas simple à imaginer de manière in-house. Des collectivités qui vont être également appelées en apport en compte courant pour soutenir la trésorerie de ces opérateurs, voire participer à des recapitalisations. On voit bien ce qui se passe au niveau de l'État pour les structures dans lesquelles l'État a des participations. Il y a fort à parier que la même problématique est en train d'apparaître pour les collectivités. Et évidemment, il sera difficile de ne pas intervenir dans la mesure où ces opérateurs sont souvent essentiels à l'accomplissement de certaines politiques publiques, qu'elles ont un patrimoine qui, s'il devait disparaître, serait perdu justement dans une liquidation, par exemple, serait perdu pour la collectivité, qu'il y a une problématique d'emploi, que parfois même ce sont des agents qui sont détachés ou mis à disposition, qui sont dans ces institutions-là, donc qui convient de maintenir. Voilà, donc on voit bien que ces difficultés enchaînent. Les collectivités ne vont pas pouvoir éviter de se poser la question de leur traitement. Également, et avant la crise, les régions en particulier, certaines intercommunalités intervenaient dans des dispositifs de soutien à l'entreprise au travers de sociétés de capital risque, au travers de garanties d'emprunt, au travers même de prêts. Et là aussi, évidemment, la crise fait créer un risque majeur sur la capacité des bénéficiaires à honorer le remboursement des dispositifs. Donc c'est important de l'avoir en tête parce que la conséquence de la crise, ça va au-delà du budget strict des collectivités, mais c'est également tout ce qui va se préparer autour des collectivités. Sur la question du coût du crédit, on est dans l'incertitude. Je rappelle que les collectivités empruntent chaque année environ 15 milliards d'euros, que ça représente environ 9% de la dette publique française, et que jusque-là, c'était assez facile parce que les taux étaient historiquement bas. La BCE est intervenue massivement dans le cadre du Covid-19, mais quand même deux paramètres qui sont un petit peu plus inquiétants. D'abord, vous le voyez sur le graphique qui est ici, dès le début de la crise, dès mars,
une rehausse assez significative de l'Euribor qui laisse interroger sur une perspective de rehausse des taux d'intérêt et donc qui rendrait la dette des collectivités à venir plus chère, évidemment. Et puis, plus largement, la crainte que l'augmentation importante de la dette publique nationale, cette fois-ci, conduise à une dégradation de la note de l'État français, partant de la note des collectivités, et donc un cycle d'augmentation important des taux d'intérêt. Alors, dans cet environnement très incertain, la question qui se pose, c'est comment on peut élaborer une stratégie de réponse. Contexte, hein, je le rappelle, qui est quand même massivement marqué par une réduction, un affaiblissement de l'autonomie financière des collectivités territoriales, donc bien garanti par l'article 72 de la Constitution. On note que les leviers qui permettent une réponse fiscale à la crise, qui permettrait éventuellement aux collectivités de partir sur une logique, par exemple, d'emprunt pour financer des dépenses d'investissement et ensuite de les amortir dans le cadre d'une réponse fiscale, eh bien, ces leviers n'existent plus. L'ATP, la taxe professionnelle, ayant été supprimée il y a plusieurs années. La taxe d'habitation est en cours de suppression et la poursuite de sa suppression ayant été confirmée encore récemment par le gouvernement. On parlait tout à l'heure également du versement transport plafonné. Bref, il n'y a pas vraiment de solution qui permettent de dégager des recettes supplémentaires pour faire face à l'effet ciseau. Dans un contexte par ailleurs très incertain, puisque évidemment, dans un contexte de crise, il est très difficile de prendre des décisions d'augmentation de fiscalité, et ce encore plus qu'on est resté au milieu du gué sur le cycle d'élections municipales et qu'on s'apprête à rentrer dans le cycle d'élections départementales et régionales sur 2021, ce qui évidemment rend les choses encore plus difficiles. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut compter sur un soutien de l'État? C'est ce que je demandais tout à l'heure. Est-ce que les collectivités vont bénéficier elles aussi d'effets amortisseurs de la politique nationale? Il faut noter qu'il y a eu dès le début de la crise une affirmation forte d'un maintien des engagements de l'État, notamment pour tout ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement. Les montants de DGF ont été dévoilés début avril et pour 2020 sont donc des acquis. Et il y a eu des paroles gouvernementales assez fortes, je cite là sur le support, le ministre Lecornu qui, le 9 avril, a dit clairement y aura-t-il une baisse de la DGF parce qu'il y aura une rétractation financière de l'État? La réponse est non, et donc qui semble indiquer que ce principe de préserver les capacités d'intervention des collectivités cherche à être garanti par le gouvernement. Cela dit, avec un déficit public qui s'envole tranquillement vers les 10%, une dette qui va atteindre 115% du PIB, on peut se demander si l'État aura les moyens durables de cette conviction. Et d'ailleurs, le même ministre Lecornu, quelques jours avant, rappelait comme un contraste de son propos qu'il n'y aurait pas d'argent magique et que la situation allait conduire à faire des choix et que les collectivités devraient y contribuer. En tout cas, à ce stade, l'appui est limité sur le plan de la trésorerie. Je vous renvoie notamment à l'instruction ministérielle du 5 mai. Il est prévu que les collectivités puissent faire appel à des anticipations de la perception des 12e de fiscalité, donc des acomptes de fiscalité. C'est une solution qui avait déjà été utilisée sur des collectivités en difficulté, notamment outre-mer. Il est prévu également qu'on puisse procéder à des avances de la DGF, notamment sur la compte de mai, un versement anticipé du FCTVA, des dotations d'investissement sur tout ce qui est dotation d'équipement sur des territoires ruraux, soutien à l'investissement local, politique de la ville, qui pourraient être avancées lorsque les projets ont effectivement démarré, mais avec de la prudence quand même, la DGFiP ayant récemment également rappelé qu'elle ne souhaitait pas aller trop loin sur ces dispositifs, car ce sont des dispositifs de court terme, et évidemment, l'argent qu'on vous avance aujourd'hui, eh bien, on ne vous le redonne pas une seconde fois en fin d'année, et la DGFiP prend garde à ce que ça ne soit pas générateur de déséquilibre ultérieur. Elle invite plutôt d'ailleurs les collectivités à se diriger vers les dispositifs classiques de lignes de trésorerie pour faire face aux incidences court terme de la crise.
Il y a eu, et c'est heureux, l'aménagement dans le contexte du Covid, un aménagement assez important des règles budgétaires et comptables dès le début de la crise, avec l'ordonnance du 25 mars 2020, qui a permis notamment de reporter de 3 mois au 31 juillet 2020 la date limite d'adoption du budget des communes et leur donner également ce temps pour adopter et clore leurs comptes administratifs et de gestion de l'année 2019. Il y a des facilités qui ont été apportées sur l'organisation du débat d'orientation budgétaire et notamment la possibilité de le tenir lors d'une même séance, bien qu'il faille que ça fasse l'objet de 2 délibérations. Et puis, il y a eu une augmentation du taux d'ajustement budgétaire en matière de dépenses imprévues, qui a été porté à 15% dans chaque section et qui donne plus de facilité aux collectivités pour naviguer dans un environnement finalement très incertain. Au-delà de ça, on a noté également la suspension d'exécution des contrats Cahors pour l'année 2020, avec donc une année blanche en quelque sorte, qui n'implique pas de pénalisation des collectivités en cas de dépassement des objectifs de dépenses et qui ne sera pas un cadre de référence pour les évaluations futures. Donc un desserrement en quelque sorte court terme de la contrainte consentie par les collectivités dans le cadre de cette contractualisation pour garantir le maintien de leur DGF. Donc ces mesures d'ajustement, donc si elles sont bien pratiques et qu'elles permettent de piloter un petit peu mieux les choses à court terme, n'offrent pas de solution parfaite. Face à l'effet ciseau qu'on décrivait tout à l'heure. Alors, il y a eu des tentatives de remettre en cause la règle d'or donc d'équilibre des comptes locaux, et puis de manière moins brutale, des demandes d'aménagement qui permettent de mieux supporter dans les comptes locaux les conséquences de la crise et qui sont aujourd'hui pas encore bien tranchées. Alors, notamment, les associations d'élus ont demandé qu'une instruction comptable puisse autoriser le fait que toutes les dépenses engagées dans le cadre de la gestion des effets liés à la crise sanitaire puissent être imputées en section d'investissement. Donc l'idée étant donc de ne pas obérer la section de fonctionnement dont l'équilibre est à la fois strictement nécessaire et difficile, ce qui pose la question d'ailleurs de la définition du périmètre des dépenses engagées du fait de la situation exceptionnelle. Alors les dépenses en plus, également d'ailleurs, si on veut être transparent, les dépenses en moins. Il y a même eu la proposition de la création d'un compte local Covid-19, donc avec cette idée qu'on pourrait créer en quelque sorte une bad bank Covid-19 au sein des budgets locaux et y reporter toutes les dépenses qui n'étaient pas prévues sur cette crise et donc envisager ensuite l'amortissement de cet ensemble. Des débats de savoir s'il faut vraiment que ce soit un budget annexe spécifique, qui est une solution qui intellectuellement est assez séduisante, mais qui risque d'être assez lourde à mettre en place sur le plan comptable, ou s'il faut simplement tenir une annexe, par exemple, qui permette de consigner justement un certain nombre de dépenses qui pourraient faire l'objet d'un financement pluriannuel et ne pas être considérées comme impactant les ratios de la section de fonctionnement de ce pays. Autre approche requise par certains élus, la possibilité de reprendre des excédents d'investissement. Alors c'est vrai que c'est pas une solution qui paraît complètement imbécile sur le papier parce que on a des collectivités qui avaient préalablement à la crise des excédents d'investissement qu'elles ont normalement pas le droit d'utiliser pour le fonctionnement. Et en plus, ces excédents d'investissement, ils ont une petite tendance naturelle à augmenter du fait du coronavirus parce que les projets prennent du retard. Et donc, parfois, l'autofinancement qu'on avait prévu en investissement ou accumulé pendant plusieurs années pour les financer, ces investissements, eh bien, il n'est plus nécessaire et donc, en tout cas pas nécessaire immédiatement et donc potentiellement disponible pour venir en face de problématiques d'équilibre de section de fonctionnement. C'est une opération qui est normalement impossible, mais qui était déjà avant le coronavirus
envisageable dans un certain nombre de cas dérogatoires. Alors, le produit de la vente d'un placement budgétaire, la vente d'un bien reçu en don ou legs, ou eh bien un excédent de la section d'investissement qui résulterait de dotations complémentaires en réserve, donc au-delà de l'autofinancement obligatoire, au titre de 2 exercices consécutifs, ou alors dans le cadre de dérogations qu'accordait le ministère de la Cohésion des Territoires et le ministère de l'Action et des Comptes Publics sur des critères que je rappelle et qui sont assez spécifiques. Ces critères, évidemment, ne permettent pas à la plupart des collectivités de pratiquer cette reprise d'investissement. C'est pour ça qu'il y a une demande de dérogation spécifique coronavirus pour financer, par exemple, les dépenses de la crise. Et à ce stade, cette proposition n'est pas retenue, n'est pas mise en œuvre, et elle inquiète même un certain nombre d'acteurs, il faut le rappeler, qui considèrent que si on vient permettre une remise en cause quelconque de la règle d'or et notamment de la stabilité de la section d'investissement des collectivités et des équilibres de la section de fonctionnement, on pourrait en fait à terme dégrader la perception qu'ont les banques et les investisseurs des comptes publics locaux et donc créer en réalité des dégâts en chaîne sur plusieurs années du fait d'un renchérissement important du coût des crédits des collectivités. Alors, pour conclure, quelques idées d'action quand même qui permettent donc de s'organiser dans ce contexte-là. Évidemment, la première urgence semble être la consolidation du tableau de trésorerie pour anticiper les éventuelles lignes de trésorerie utiles pour passer l'effet ciseau, baisse de recettes, augmentation des dépenses. Il y a d'ailleurs des facilités qui ont été faites au président de l'exécutif, d'un exécutif local pour souscrire ces lignes de trésorerie. Et c'est vraiment un sujet qu'il faut scoper avec une attention majeure pour ne pas se retrouver piégé. Évidemment, la question de l'insertion de la crise dans le calendrier budgétaire, les services financiers préparant l'ajustement du projet de BP s'il n'a pas encore été voté, ou l'ajustement du budget primitif s'il a été voté, et puis tout en pensant à intégrer à la réflexion tout ce qui est budget annexe, satellite, on l'a vu tout à l'heure. Au-delà de ces actions urgentes, la scénarisation de la préparation budgétaire et la reprise de la prospective, ce qui nécessite un travail sur les grands livres du début de l'année 2020 et par comparaison avec l'année 2019, ne serait-ce que pour être capable de préciser au niveau de chaque collectivité quelles évolutions la crise a engendré, sa nature. On a perdu des recettes, on a des dépenses nouvelles, des dépenses qui ont augmenté. Est-ce que c'est significatif ? Est-ce que c'est certain? Est-ce que ça pourrait être pire que ce qu'on observe jusque-là? Combien de temps ça va durer? Est-ce que c'est parce que on a eu le choix d'engager cette dépense ou cette action, ou est-ce qu'au contraire on était complètement contraint? Enfin là, il y a un travail d'analyse qui est évidemment extrêmement urgent et nécessaire de mener pour apporter une réponse satisfaisante. De toute manière, les collectivités seront amenées à scénariser 2020 et à scénariser les années suivantes parce qu'on n'est pas sorti d'incertitude et qu'il faut préparer plusieurs situations pour avoir le moment venu la bonne solution. Et bien évidemment, ces travaux vont avoir des incidences sur le pacte financier et fiscal territorial de chacune des collectivités du bloc local dans le cadre du prochain mandat. Ça sera évidemment, à ne pas manquer, un sujet important. Au-delà de ça, il est rappelé qu'il faut également dès à présent s'intéresser à l'analyse de l'équilibre économique des contrats de délégation de services publics en anticipation des renégociations qui sont à venir. Je suis passé rapidement sur ce point tout à l'heure, mais tout ce qui est délégation de services publics, de transport, d'incinération, de restauration scolaire, etc., va être massivement impacté par la crise. Ça va également générer des demandes indemnitaires au titre des clauses de révision des contrats ou au titre de la force majeure pour lesquelles les opérateurs vont venir frapper à la porte des collectivités. Et donc la meilleure attitude à avoir en appréhension de ces discussions, dans le cadre des rapports qui vont être remis par les opérateurs de services publics, par exemple, au titre de l'année 2019 au cours du mois de juin 2020, c'est évidemment
d'y porter un regard particulièrement attentif cette année pour commencer d'ores et déjà à s'armer face aux négociations à venir avec les opérateurs. Bien évidemment, le renforcement du suivi des satellites et du hors-bilan avec l'identification anticipée des éventuelles défaillances. Également un vrai sujet sur la programmation opérationnelle des fonds européens, d'autant que la crise tombe au moment où on termine le PO 2014-2020 et on va commencer à figer le PO 2021-2027. Donc ça, notamment dans les régions des intercommunalités, c'est un sujet qui risque d'être structurant. Et puis, bien évidemment, puisque on sent bien que en l'absence des hausses de fiscalité, c'est de là dont va venir la marge de manœuvre, va poursuivre la réorganisation de la dépense publique, puisque une partie de la solution ne pourra venir que de l'effort supplémentaire de gestion que les collectivités seront en capacité de faire. Donc voilà, en conclusion, une crise inédite dont les répercussions ont été immédiates, mais objectivement dont on ne connaît pas l'ampleur à terme, des collectivités qui sont indispensables à la relance, donc too big to fail, mais qui seront aidés et dont on n'est pas inquiet sur la survie en tant que telle, mais qui en même temps vont être mobilisés en première ligne et priés d'amortir les effets sur les acteurs économiques et les citoyens, ce qui va donc les amener à s'engager budgétairement durablement dans les conséquences de la crise, avec un vrai enjeu en réalité, préserver des capacités d'intervention à court, moyen et long terme dans ce contexte où on ne sait pas encore si le gros de l'incidence directe de la crise est passé. Donc, je ne vous apprendrai rien en vous disant que, comme toujours, les objectifs en matière de suivi financier des collectivités seront tournés vers l'appréhension des risques et l'anticipation de leurs conséquences. Voilà, je m'arrête là. J'espère que je n'ai pas été trop long et je suis disponible pour les questions. Il n'y avait pas le son était coupé. Merci Robert. Donc, place maintenant aux questions-réponses. Alors, il y a pas mal de questions, mais qui sont vraiment sur des échelles totalement différentes. Donc, vraiment des sujets très, comment dirais-je, des questions qui ont des impacts financiers pas forcément majeurs, mais qui préoccupent les participants de la session. Et puis des sujets un peu plus techniques, plus stratégiques. Donc, je vais essayer de faire le lien entre tout ça. Alors, une question qui a été posée par une participante et je me dis que ça peut intéresser pas mal de gens qui participent aujourd'hui à notre webinaire. Est-ce que vous pensez qu'ils auraient intérêt à profiter du délai pour voter le budget afin d'avoir une meilleure vision de la crise dans ses impacts et dans ses réponses? Est-ce qu'il faut, donc la question, est-ce qu'il faut laisser couler au maximum le délai pour mieux cerner l'enjeu? Exactement. Bon, aujourd'hui, tout est organisé pour que effectivement on puisse se donner le luxe d'attendre jusqu'au 31 juillet pour l'adoption du budget et sans pour autant freiner le fonctionnement opérationnel des collectivités dans le contexte de la crise, puisque les facilités ont été faites pour qu'on puisse avoir une exécution budgétaire satisfaisante malgré ce délai allongé de vote du budget. De toute manière, bon nombre de structures, après ça dépend aussi de leur taille, et puis le bloc local est particulièrement impacté compte tenu de la problématique des élections en cours, sont en situation difficile. On installe seulement les conseils municipaux des collectivités dans lesquelles les élus ont été choisis au premier tour. Les exécutifs, les conseils municipaux des communes dans lesquelles il y a un second tour ou des intercommunalités se sentent pas complètement légitimes pour acter définitivement du sort budgétaire de 2020. Donc de toute manière, c'est
une tendance dans laquelle un certain nombre de collectivités, ce report au maximum, ont tendance à glisser. Mais ce que je voudrais surtout souligner, c'est que c'est pas parce qu'on glisse évidemment jusqu'au 31 juillet 2020 qu'il ne faut pas se préoccuper dès à présent des différents scénarios qu'on pourrait rencontrer en fonction de l'évolution de la situation. Et c'est vrai que c'est très compliqué d'établir un budget aujourd'hui parce que les informations sur les effets dépenses et recettes qu'on a évoquées tout à l'heure évoluent tout le temps. Mais néanmoins, en tout cas, il faut être prêt à affronter toutes les situations possibles. On va se retrouver coincé justement le 30 juillet avec une situation inextricable et non réfléchi. Voilà, donc utiliser le délai du 31 juillet 2020, ça s'entend tout à fait, ça peut tout à fait être une stratégie intéressante, mais par contre, en anticipant complètement dès à présent les différentes configurations dans lesquelles on peut se retrouver, en fonction de ce qu'on a déjà dépensé, en fonction de ce qu'on projette de faire sur la suite de l'année 2020, la préparation de la rentrée scolaire, par exemple, pour le Covid en 2020, en septembre 2020, et surtout anticiper pour pas se faire piéger. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait de renforcer le haut de bilan. Donc, un participant dit qu'est-ce que ça veut dire concrètement le renforcement du hors bilan? Alors la question du hors bilan, ce que je proposais de renforcer, donc c'est à la fois le suivi des satellites et le suivi du hors bilan et pas le hors bilan en tant que tel. Cela dit, le suivi du hors bilan va vraisemblablement faire apparaître des zones de fragilité, c'est-à-dire des engagements, notamment en garantie d'emprunt ou en participation à des structures externes qui donc présentent des risques d'incidents. Et donc, l'enjeu, c'est évidemment de les connaître. Parfois, on ne fait pas très attention à la situation de ce bilan. Un certain nombre de collectivités qui scrutent pas ça de manière très fine parce que ça se manifeste pas toujours. Simplement, là encore, il faut être en capacité d'appréhender et d'anticiper ce qui va s'y passer parce que du jour au lendemain, des engagements hors bilan qui jusque-là étaient très discrets et très silencieux peuvent se trouver générer une conséquence budgétaire et financière très opérationnelle pour les collectivités qui les ont souscrits. D'accord. Alors, il y a eu 2-3 questions également qui portent autour de la question des marchés publics. Puisque il y a un certain nombre de contrats qui sont en cours et bien évidemment notamment les contrats, on peut penser à tous les contrats de travaux publics, hein, mais pas que, qui du coup prennent du retard. Donc une des participantes notamment, mais c'est le cas aussi d'autres personnes qui disent voilà, un des aspects préoccupants mais difficilement estimable, quelle est la conséquence sur les investissements en cours du coup, quid de l'augmentation des délais, de la prise en compte des mesures sanitaires sur les chantiers, et donc, du coup, les avenants successifs. Comment est-ce que. Alors, il ne s'agit pas d'être Madame Irma et de. Voilà, mais par contre, c'est finalement, quelles sont les règles de prudence qu'on peut éventuellement proposer aux personnes sur ce sujet-là de la commande publique? C'est une vraie question sur laquelle je suis passé un petit peu vite tout à l'heure parce que je voulais tenir l'horaire et qu'il y aurait des dizaines de choses à dire, mais je vous remercie de la poser parce que ça va me permettre d'y revenir un petit peu. Tout à fait, ouais. Alors, pour moi, il faut distinguer. D'abord, évidemment, la crise sur les contrats publics. Je parle de contrats publics parce que je veux oui, les DSP, c'est parler pareil. à la fois des marchés et des DSP. Voilà. Mais d'abord, immédiatement, dans la suite du début de la crise du Covid, on a eu des aménagements transitoires qui, eux, n'ont pas d'effet majeur sur les finances des collectivités. Mais enfin, c'est vrai que voilà, les pénalités de retard ont été suspendues. Il y a des contrats qui arrivaient à terme, qu'on aurait bien voulu renégocier, peut-être à la baisse, qu'on a été obligé de poursuivre parce qu'on n'était pas bien en situation de les renouveler, etc. Il y a des avances qui ont été facilitées, qui ont pu peser un petit peu sur la trésorerie. Bref, il y a eu un certain nombre de mesures de court terme qui ont permis à des entreprises de passer le début de la rampe et sans pour autant avoir d'effet majeur sur les finances des collectivités. Mais c'est plutôt ce qui vient après
qui va poser problème. Si on en fait un peu la typologie, je voudrais attirer votre attention sur les risques liés évidemment à la revue des prix des contrats publics, parce que les opérateurs économiques qui en sont les titulaires rencontrent des surcoûts d'approvisionnement, des surcoûts de production liés aussi à l'allongement des délais, parce qu'un chantier interrompu, ça génère des coûts fixes qu'il faut bien amortir, des coûts liés à la mise en sécurité des personnels, là encore, il nécessite des modalités d'intervention particulières et qui peuvent être coûteuses. Et donc tout ça mis bout à bout fait que les titulaires de marché et de DSP vont être enclins à revenir vers les collectivités en disant dans l'exécution de la prestation, on a des surcoûts et ces surcoûts, ils n'étaient pas prévus. Est-ce qu'ils relèvent de la théorie de l'imprévision? Est-ce qu'ils relèvent de la théorie de la force majeure? Est-ce qu'ils relèvent de clauses d'ajustement qui sont prévues dans les marchés? Ça dépend évidemment des dispositifs, mais enfin, à la fin, on a quand même des opérateurs qui risquent de vouloir présenter la facture de tout ça. Il y a également des incidences qui sont très importantes sur les contrats qui sont porteurs de leur propre financement. Ça concerne pas toutes les collectivités, mais je peux vous dire, au travers de l'exemple que je vois moi chez un certain nombre de collectivités pour lesquelles j'interviens, que ça peut être très massif. Par exemple, une opération signée en marché de partenariat ou en concession qui était en phase travaux, eh bien, son exécution est ralentie du fait du coronavirus. Vous avez immédiatement des frais intercalaires, des charges d'intérêt supplémentaires qui apparaissent. Vous avez une dette projet qui n'est pas utilisée et qui génère des commissions de non-utilisation. Vous avez des financements bancaires qui avaient été topés fin décembre et qui étaient valables jusqu'à mi-avril et qui ne seront peut-être plus au rendez-vous, plus à ces conditions quand on sera au moment du closing effectif décalé du fait du coronavirus. Vous avez des projets qui bénéficient de subventions européennes et ces subventions, elles sont pas valables éternellement et elles pourraient être mises en question. Bref, vous avez sur ces contrats-là des incidences qui peuvent être également très importantes. Les impacts sont également massifs sur les contrats qui comportent des risques commerciaux, comme les DSP. Je l'ai dit tout à l'heure, les services de transport, ils ont été très réduits, personne ne monte dedans, et pourtant les bus roulent en partie et ont des coûts fixes importants. Et donc, les opérateurs vont venir présenter la facture. Les services de restauration collective servent plus de repas aux écoles. Les contrats de déchets qui comportent des objectifs de tonnage, on a vu qu'il y avait une minoration très importante de la quantité de déchets apportés sur les incinérateurs, par exemple. Ces objectifs ne vont pas être atteints et il y a des incidences en termes d'équilibre économique. Tout ce qui est équipement sportif, culturel, il n'y a plus de fréquentation, il y a encore des charges, il y a encore un amortissement qui est parfois l'objet d'un contrat de concession et là aussi, il va y avoir un problème. Bref, tous ces contrats, les opérateurs vont venir voir les collectivités et dire, en fonction du droit, en fonction du caractère extérieur de la cause du surcoût, en fonction du contrat et de ce qu'il prévoyait pour faire face à ce type d'incident ou d'évolution de l'assiette, qu'est-ce qu'on fait et comment on se met d'accord pour que, un, le contrat puisse se poursuivre et deux, que je sois justement indemnisé. Et donc la réponse par rapport à ça, à ce stade, elle est très claire. Il faut absolument scoper les gros contrats des collectivités, les DSP, les contrats de partenariat, les gros marchés de travaux, anticiper, se mettre dans la peau de l'opérateur et imaginer tout ce qu'il va venir vous demander et à la fois être en capacité de faire le tri en disant ça oui c'est à notre charge, ça pour le coup il n'est pas prévu qu'on le prenne et également évidemment en prévoyant budgétairement ce qui à la fin reviendra à la collectivité qu'elle devra sortir. Ouais, j'ai co-animé aussi un webinaire là, il y a 2 jours pour le compte du Moniteur sur justement tout ce qui était reprise de chantier et donc avec des acteurs du BTP principalement.
Et en gros, ce qui se dit, parce que ça répond aussi à des questions là, qui sont posées là au travers des questions des participants. En grosso modo, la position finalement de beaucoup d'opérateurs, que ce soit les acteurs de l'acte de construire, que ce soit les architectes, les maîtrises d'œuvre, les entreprises générales, etc., et aussi des recommandations un peu de l'État en la matière avec quelques déclarations publiques. En gros, c'est de dire finalement, mettez-vous autour de la table, mettez-vous d'accord, regardez ce qui revient à l'un ou à l'autre, et globalement, si je la fais très court parce que le temps passe, c'est un peu c'est 50-50, quoi. Notamment sur tout un tas de points qui entraîne tout ce qui est notamment tout ce qui est lié au surcoût, lié j'ai envie de dire à tout ce qui est surcoût lié par exemple aux aspects sanitaires, par exemple, purement sanitaire. Donc là, il y a vraiment un débat, mais il va y avoir des discussions. Et c'est vrai que je voyais quelqu'un qui disait voilà, il y a l'ordonnance de Covid-19 du 25 mars 2020 sur la commande publique. Est-ce que les prestataires qui font référence ne vont pas demander un paiement intégral des prestations, etc. Bon, en tout cas, là, il va y avoir des Ouais. négociations parce que le statut juridique de cette crise est pas, par rapport au droit, enfin, au marché public, est pas extrêmement précis. Et donc, du coup, ça va négocier, quoi. Ouais, mais ça va clairement négocier, d'autant que l'ordonnance en question, elle ne systématise pas la question de la force majeure, hein, elle rappelle même que ça C'est doit être ça. apprécié contrat par contrat. Et encore une fois, dans les contrats, il y a des clauses. Moi, je travaillais par exemple cette semaine sur un marché de partenariat qui est en phase de construction. Dans ce marché de partenariat, il est clairement indiqué ce qu'on fait de la force majeure, que jusqu'à un certain point, les dépenses liées à la force majeure sont supportées par le titulaire, et qu'au-delà de ce point, la force majeure est supportée par la collectivité. Et ça, c'est une clause spécifique. Donc, c'est pas du 50-50, mais c'est à Ben regarder oui, contrat par contrat. c'est ça. Ça suppose impérativement de connaître parfaitement la situation de son contrat. Et c'est pour ça que vraiment, j'invite à être très attentif aux informations financières qui vont justement remonter le 1er juin des opérateurs sur l'exécution des contrats de DSP ou sinon aux éléments de suivi de marché que les collectivités peuvent avoir, parce qu'il faut vraiment se préparer, il faut connaître l'économie de son contrat, il faut connaître l'économie de son contrat en 2019 pour que quand l'opérateur viendra en 2020 demander une implication financière de la collectivité sur les conséquences du Covid, vous puissiez discuter d'égal à égal et payer certes ce que vous avez à payer, mais pas plus que ce que vous avez à payer. D'accord. Quelques questions, puis après on va terminer parce qu'il est déjà 18h15. Alors, participant qui pose la question de savoir si la réforme de enfin, est-ce que le gouvernement, d'après vous, va remettre sur la table la réforme de la DGF? Bah, alors là pour le coup je suis pas plein de soleil et je suis pas suffisamment renseigné, surtout qu'il y a il y a des bruits extrêmement différents qui courent sur ce sujet. J'aurais tendance quand même à considérer que les moments où la crise est active ne sont pas des moments où on prend des grandes décisions définitives, parce que ce qu'on cherche surtout, c'est avoir de la lisibilité court terme. Donc j'opterais plutôt, comme on l'a dit tout à l'heure, pour un État un peu grand frère qui pousse les collectivités à s'engager à ses côtés dans l'effort, on l'a dit tout à l'heure, national de soutien à l'activité économique et au-delà de ça, dans le cadre des dépenses sociales, mais un État qui ne va pas immédiatement en tout cas venir rebattre les cartes, que ce soit au niveau de la DGF pour revenir sur son niveau global ou ses modalités de répartition. Honnêtement, le contexte me semble assez peu s'y prêter à court terme. Au contraire, les velléités qui pouvaient exister seraient certainement plutôt reportées. Bon, maintenant, ce qui est difficile à appréhender dans la conséquence de cette crise sur les finances publiques, c'est que son impact est très significatif.
Jusqu'à l'année dernière, on considérait que la situation de nos finances publiques était très mauvaise au niveau national, avec une dette qui était très importante, qu'on n'arrivait pas à faire redescendre, malgré le retour d'une conjoncture économique un peu plus facile. Ben là, on vient d'enfoncer un plafond sans aucune hésitation. Et donc, est-ce que l'État va pas être contraint à des ajustements qui lui feront faire le fameux effort aux collectivités qu'il a pour l'instant essayé de différer? Ça, je ne peux pas le deviner. Ok. Alors, il y avait un participant qui posait la question, qui se posait la question de savoir si finalement c'était pas éventuellement opportun d'augmenter la taxe foncière. Bon, je ne sais pas si politiquement si c'est une bonne idée, mais Bah, c'est-à-dire que s'il a été élu au premier tour, il fait ce qu'il veut. c'est S'il ça. est encore en train de s'interroger sur le fait de savoir si l'élection va Disons que reprendre, s'il y a un techniquement c'est deuxième tour à possible. Voilà. Et défendre, après, voilà. je lui conseille d'attendre un petit peu. Mais de toute manière, on voit bien ce que je disais tout à l'heure, c'est que les leviers d'autonomie fiscale ayant été Ah oui, complètement donc c'est ça en fait le sujet. anéantis ces Voilà. dernières années, Mm. une commune aujourd'hui, si elle veut dégager de la ressource fiscale supplémentaire, elle ne peut pas faire, ou l'interco peut pas faire grand chose d'autre que de se tourner vers sa taxe foncière, et peut-être qu'elle va être obligée de le faire. Alors, si la taxe foncière dans la commune est peu élevée, que l'élection est acquise et que c'est le moyen d'envisager de passer la vague, c'est des choses qui vont certainement se poser dans un certain nombre de collectivités, effectivement. D'accord. Deux dernières questions, puis après on va clore en vous remerciant, Robert, hein, pour votre intervention et puis la précision de vos réponses. Du coup, alors attendez, excusez-moi, du coup j'ai perdu mon fil. Voilà. Ah oui, une personne qui en fait alors là c'est un cas sur une commune nouvelle. C'est une commune nouvelle qui démarre et donc la personne se pose la question de savoir si elle avait démarré du coup sa convergence fiscale. Est-ce que du coup c'est pertinent de démarrer ultérieurement la convergence des taux? Euh, c'est difficile d'apporter une réponse sans connaître C'est ça. la Ouais. commune, la situation de ces taux et l'ampleur de la convergence à réaliser. Hmm. Mais je serais tenté de dire que la période de convergence des taux pour les communes nouvelles n'est pas la période la plus agréable et la plus facile à justifier aussi auprès de la population. Et spontanément, j'aurais plutôt le réflexe de progresser quand même. D'ailleurs, le contexte de la crise pouvant quelque sorte mettre à l'arrière-plan une problématique qui est déjà pas facile en temps normal. Mais très honnêtement, pour répondre, il faudrait mieux connaître la situation de la commune en question. Ouais. Ok. Et une dernière question concernant les emprunts. Est-ce que du coup, finalement, compte tenu de la situation, on sait que ça va être compliqué. Est-ce qu'il n'est pas opportun peut-être d'emprunter maintenant, dans la mesure où les taux sont finalement pas si élevés que ça? Ouais, bah oui. Enfin, alors l'emprunt, effectivement, les taux sont encore très bas. J'ai montré tout à l'heure le graphe de l'Euribor que j'ai pris hier et où on voit que malgré la remontée récente, là, les taux restent négatifs sur l'Euribor et donc les taux proposés par les banques restent faibles. Euh, le devenir du marché de l'emprunt, il est très incertain parce que comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appréhende plutôt, c'est la vraie question, c'est est-ce que ça va passer parce que finalement 115% de dette publique, c'est pas si grave, c'est un événement exceptionnel, ça va repartir derrière, on n'aura pas de doute sur la crédibilité des, des, des États à rembourser en Europe les emprunts qui ont été souscrits, etc.
ou est-ce que ça va déclencher une crise systémique qui en rebond viendra sur les collectivités. Donc je serais tenté de dire que bon, la tendance étant plutôt haussière, évidemment si on a des projets sur 2020 sur 2021 dont on est certain qu'ils vont générer un besoin d'emprunt, il n'est pas idiot de poursuivre dès à présent les discussions avec son banquier pour en assurer le financement. Mais enfin, il ne faut pas emprunter non plus pour le plaisir d'emprunter. Et encore une fois, si la visibilité n'est pas suffisante sur le programme qui justifie ces emprunts, autant patienter. D'accord. Bien, on va clore du coup sur ce webinaire du coup sur cette question. Merci Robert. Donc voilà, il y a différentes personnes qui se sont exprimées aussi sur le chat, sur la question, en vous remerciant de votre contribution. Donc merci pour votre intervention. Alors, merci. Si certains n'ont pas eu la réponse à leurs questions, vous avez mon mail sur le document qui vous sera accessible, donc n'hésitez pas, je serai ravi de vous répondre. Oui. Et voilà, donc j'espère que du coup, pour un certain nombre d'entre vous, vous aurez pu trouver des réponses à vos questions, ou en tout cas que vous aurez du coup une meilleure vision d'ensemble du sujet et de quoi faire du coup. Et on vous remercie à nouveau encore, Robert. Et je vous dis tous à bientôt. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Nous avons 2 autres webinaires qui devraient arriver, un la semaine prochaine et un dans 2 semaines. La semaine prochaine, c'est sur le numérique et sur du coup la nécessaire transformation digitale des collectivités qu'a mis en exergue du coup cette crise également. Hein. C'était un point très fort. Et puis dans un peu plus de 2 semaines, on a déjà pris la date pour un webinaire sur le report des élections, puisque normalement la décision de l'État sera tombée. Donc, on espère pouvoir vous décrypter tout ça fin mai pour vous donner du coup un décryptage des conséquences des reports des élections. Voilà, je vous souhaite tous une bonne soirée, pardon. Et puis merci de nouveau Robert. Et puis je vous dis à bientôt sur les webinaires de la Gazette ou dans nos formations ou dans la vraie vie. Merci. Merci, à bientôt. Merci Robert. Au revoir. Au revoir.